Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ces podcasts autour de relations avec les enfants. Moi, c'est Esther, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis dans la joie, j'ai toujours été dans la joie de vous présenter à chaque fois des nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que je suis avec deux merveilleuses personnes, deux médecins en pédiatrie, avec qui nous allons échanger sur la communication. Et oui, pourquoi la communication et comment communiquer et quand communiquer. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire, ouvrez vos cœurs, attachez vos ceintures parce que nous allons monter dans la connaissance avec mes deux invités. Et à très bientôt. Bon retour sur ce plateau. Comme je le disais tout à l'heure, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, moi c'est Esther, je suis avec Stéphanie, je suis avec Priscille. Ensemble, nous allons échanger sur la communication. Comme vous savez, notre podcast nous rappelle notre responsabilité, nous parents, notre devoir, parce que nous sommes des porteurs d'avenir, nous sommes des guides. Alors, nous avons tellement de choses à faire et les seigneurs attendent beaucoup de nous. Sans plus tarder, je vais devoir vous présenter, je vais devoir laisser mes invités se présenter. Elles sont déjà là et ensemble, nous allons échanger. Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour Estelle. Bonjour Priscille. Bonjour Esther. Alors, c'est qui commence les présentations? Je t'en prie. Merci Priscille. Merci Esther. Je suis Stéphanie, je suis pédiatre. J'ai travaillé beaucoup à l'hôpital. Je travaille aussi en cabinet libéral essentiellement maintenant. Je suis mariée à Jean-Claude et nous avons 3 enfants, des grands-enfants, Anthony, Claudia, Sarah. Super, belle présentation, docteur Priscille. Alors moi Priscille, très contente d'être ici aujourd'hui. Merci Esther. T'en prie. Et j'ai 4 enfants de 14 à 21 ans, donc des ados. C'est animé à la maison, parce qu'ils sont tous les 4 à la maison en ce moment. Et je suis aussi médecin, je travaille dans un centre de santé et depuis 16 ans, j'ai des consultations de pédiatrie et j'ai vraiment à cœur la parentalité et accompagner les parents dans leur parentalité. Ok, donc c'est des maternelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est un département, c'est un ministère, parce que je sais qu'on a un même battement de cœur. L'éducation bienveillante est positive, mais c'est quoi? Parce que tout à l'heure, j'ai présenté aussi les autres, j'ai dit que j'étais avec les maternelles. Donc, Les maternelles. ouais. Alors les maternelles, c'est-à-dire au sein de l'église? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, on Bah, peut en c'est où parler. je vous ai trouvé, non? Exactement, Esther. Alors en fait, effectivement, dans l'église où je suis en tout cas, qui est une grande église, nous avons un groupe de femmes qui ont un battement de cœur pour la parentalité et nous nous appelons les maternelles. Et donc, nous animons des ateliers concernant des thèmes concernant la parentalité et l'éducation, mais aussi la grossesse. Et alors, nous sommes des femmes, mais en réalité, ça s'adresse bien sûr aussi aux papas. Ok, super. Et avec elle aujourd'hui, nous allons échanger sur la communication. Parce que très souvent, nous rencontrons un problème, comme je l'ai dit toujours, et j'ai l'habitude de le dire dans nos podcasts. Notre responsabilité va bien au-delà de nourrir les enfants, de les vêtir, de les scolariser. Nous sommes des guides, ça je ne les dirai jamais assez, des porteurs des destinées, des boussoles ici-bas pour ces enfants. Et aujourd'hui, nous allons aborder la communication. Et c'est tellement important, c'est nécessaire, c'est indispensable pour la bonne vie de famille, pour l'épanouissement, pour la construction de nos enfants, nous en tant que parents et eux en tant qu'enfants. Et on va se lancer, hein, on dit pourquoi la communication est-elle aussi importante? Pourquoi la communication? Pourquoi? Alors, je dirais pourquoi, déjà scientifiquement parlant, la communication, elle commence pendant la grossesse. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 1000 premiers jours, les 1000 premiers jours qui commencent au moment de la grossesse et qui vont jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et pendant ces 1000 premiers jours, le bébé construit son cerveau et son cerveau va tripler jusqu'à 3 ans. Et c'est là où le cerveau va faire des connexions et des belles connexions. Et plus on communique avec l'enfant,
de plusieurs façons, on va le voir ensemble, plus son cerveau va se développer de façon sereine et va lui permettre un bel épanouissement plus tard. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est pour ça que vous pouvez entendre parler des 1000 premiers jours. Et maintenant, le gouvernement en France fait même plein de campagnes sur les 1000 premiers jours pour accompagner les parents et sensibiliser les parents dans ces 1000 premiers jours. Ok. Stéphanie? Oui, alors effectivement, Priscille, hein, tu as insisté sur l'importance des 1000 premiers jours. Et c'est vrai que la communication, je voudrais dire déjà, dans la communication, il y a le fait de, évidemment, communiquer, partager, et que c'est notre responsabilité à nous, en tant que parents, de faire en sorte que cette communication se fasse le mieux possible, parce que nous sommes ceux qui allons faire que nos enfants se déploient, oui, aujourd'hui, soient des personnes épanouies, mais aussi ces personnes qui, plus tard, vont influencer, ces hommes et ces femmes, notre société. Et avec des bonnes valeurs, des valeurs que Dieu nous donne. Alors, effectivement, cette communication, quand on parle de communication, on parle, moi j'entends langage, le mot langage, Ouais. et le langage, il peut se faire de plein de façons, il peut se faire par la parole, mais aussi par le toucher, et donc c'est pour ça que ça peut commencer, ça commence dès la grossesse, on peut communiquer avec son enfant, et c'est tellement important pour lui transmettre les valeurs qu'on veut, avec lesquelles on souhaite qu'il grandisse. Ok, super. Mais est-ce que cette communication peut être influencée par l'environnement? Elle va des pairs ou? L'environnement, c'est l'environnement qu'on va produire autour du bébé. Par exemple, les premières interactions entre le bébé et la maman, quand la maman va donner le sein au bébé, il faut que la maman soit intentionnelle. Il faut que la maman, elle soit en train de regarder son bébé, qu'elle soit pas sur son portable, par exemple, parce qu'on voit que les portables, ils ont un petit peu envahi notre vie. Et donc, ces interactions précoces au début et cet environnement du bébé va permettre le bon développement de son cerveau. Et c'est quand on va lui répondre par un sourire, quand on va répondre par une grimace, quand on va lui parler, qu'on va être intentionnel, qu'on va le regarder dans les yeux, quand il va pouvoir capter le regard. Tout ça, c'est des choses, c'est l'environnement du bébé qui va permettre son bon développement. Et c'est important. Et c'est la première forme de communication avec son bébé. Ok. Et pour Stéphanie, Oui, bien sûr que l'environnement est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit... Alors, c'est vrai que dans la société, les paroles de bon sens nous rappellent qu'il faut que les mamans soient le plus possible, on doit chouchouter les mamans, faire qu'elles soient dans un environnement le plus paisible et bienveillant possible. Et c'est vrai que scientifiquement parlant, cela a été prouvé. Il a été prouvé que la façon dont la maman se sent, son état de santé va influencer, donc on parle de l'environnement du bébé, va influencer le fœtus, le bébé. Et pourquoi c'est important de le savoir, c'est que ça va avoir un impact sur son développement neurologique et sur le développement de son cerveau et sur ses capacités affectives et sa relation aux autres plus tard. Ok. Donc là, cher public, nous avons commencé vraiment avec le bébé, le fœtus, si je peux le dire. Et quand ils sont tout petits, petit à petit, nous allons monter et vous allez comprendre. Alors là, nous avons parlé tout à l'heure de l'environnement d'un bébé qui est dans le sein maternel, qui favorise la communication. Donc, je comprends par là que l'environnement est quelque chose de propice. Au fait, je dirais qu'on doit mettre en place un environnement qu'il faut pour que la communication soit meilleure. D'accord, c'est ça, si je dois... je raconte pas. Alors pour ça, c'est pour les tout petits, donc le public qui nous suit avec un bébé dans le ventre ou qui sont tout petits. Alors quand ils grandissent, comment, au fait, justement, cet environnement doit-il être pour favoriser la communication? L'environnement, il doit permettre à l'enfant de s'attacher. Pourquoi l'enfant doit s'attacher? Il doit s'attacher à sa maman, à son papa, pour après être sécurisé. Et donc, pour s'attacher, il faut que les parents puissent communiquer de façon bienveillante, qui montrent qu'ils sont là. Et l'enfant va être en sécurité pour pouvoir aller, lui, explorer. Et donc, tant qu'il n'est pas attaché à son papa et à sa maman, il va avoir du mal à explorer, il va avoir du mal à se développer. Et c'est par cet attachement, en communiquant avec lui par diverses manières, hein, il n'y a pas que la parole, on peut aussi s'attacher avec les gestes, avec des chansons, avec plein de choses. Et c'est l'attachement qui va permettre à l'enfant de pouvoir être sécure.
Ok, Stéphanie, Oui, tout oui. à fait. Donc cet environnement, donc on a parlé de la grossesse et j'en profite pour dire aux papas, chouchoutez vos femmes, vos épouses, parce que ça va retentir sur votre bébé positivement et puis c'est de toute façon Ouais, important pour le couple. tout à fait. Et ensuite, quand l'enfant grandit, oui, bien sûr, l'environnement joue un rôle important. Et je pense que c'est important de souligner que si l'enfant est dans un environnement chaleureux à la maison, qu'il est écouté, alors on ne dit pas que c'est tout le temps parfait, il y aura des Ouais, pas moments où il du y aura tout. des sanctions, on parlera de la fermeté certainement dans une autre émission pour l'autorité parentale, mais si déjà l'enfant est en confiance dans un environnement, il pourra se confier plus facilement et on pourra lui transmettre plus facilement les valeurs qu'on veut lui transmettre. Et puis, il sera plus fort pour affronter le monde de l'école, le monde extérieur, et revenir avec confiance pour qu'on partage avec eux, pour continuer à les guider dans les valeurs qu'on souhaite leur transmettre. Pourquoi, alors Priscille, tu parlais de l'environnement bienveillant. Pourquoi elle parlait de cet environnement bienveillant? C'est primordial. C'est parce qu'en fait, on sait qu'il y a des hormones Ouais. qui sont sécrétées par le cerveau lorsqu'on est dans une atmosphère chaleureuse, une atmosphère où on sait qu'on est écouté, où il y a de l'amour. C'est l'ocytocine en particulier, mais d'autres hormones aussi, d'autres molécules. Et elles ont un effet sur le cerveau. Elles vont favoriser la confiance en soi, elles vont favoriser l'enthousiasme, la volonté de progresser, d'apprendre et à être empathique, à coopérer, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment l'environnement favorable, celui qui est bienveillant et rempli d'amour, qui va permettre à nos enfants de recevoir la meilleure éducation. Ok. Moi, j'ai besoin de savoir pour voilà, un public, une femme qui nous écoute, concrètement parlons, cet environnement, il se ressent comment? Voilà, on le sent comment? Concrètement parlant, voilà. Alors concrètement parlant, moi je pourrais dire que en fait il faut aussi parler aux enfants de tout ce qu'on appelle les sujets tabous de façon naturelle, le plus tôt possible, avec des réponses qui sont appropriées au moment où l'enfant se questionne et qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder très tôt certains sujets et même de, par exemple, nommer les parties de son corps, y compris les parties sexuelles, parce que ça fait partie de son corps et qu'il ne faut pas en avoir honte. Et plus l'enfant va être dans un environnement où on va parler des choses, même qu'on dit tabou, plus l'enfant va se sentir aussi écouté quand lui, il aura des questions. Et ce sera vers les parents que l'enfant viendra plutôt que d'aller les chercher vers les copains, les copines. Et favoriser cet environnement en parlant des choses qui, normalement, sont des choses dont on a du mal à aborder, mais de le faire de façon très naturelle avec eux, de plus tôt possible, sans aller au-devant de leurs questions, parce que si on va trop au-devant des questions, l'enfant, il peut se sentir mal. C'est vrai que, ouais. Mais ne pas avoir peur de répondre aussi à ces questions pour que l'enfant se sente écouté. T'es- Ça va? Ok. Tout Vas-y, à vas-y. fait, oui, oui, oui. Hein, tu posais la question, Esther, de comment. Alors, je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment être intentionnel. Ouais. C'est-à-dire de la même façon que vous avez un agenda, vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire à la journée ou à la semaine. De la même façon, intentionnellement, il faut que vous bloquiez des temps où vous savez que vous allez les passer avec vos enfants. Ouais. Des temps de qualité, des temps de partage, Ouais. l'histoire du soir, etc. Ouais. Mais aussi, ne pas banaliser aussi des temps de partage qui viennent naturellement. Par exemple, Ouais. on jardine ensemble, on va faire les courses ensemble. Profitez de ces temps-là pour communiquer avec votre enfant. Je trouve ça tellement triste parfois de voir des parents emmener leur enfant à la crèche ou à l'école et être sur leur téléphone, alors que ça pourrait être un temps où vous pouvez discuter avec l'enfant, chanter avec l'enfant, admirer ce que vous voyez autour de vous, parler de la journée à venir, Ouais. etc., etc. Ok, voilà, super. Alors, cher public, vous avez compris que nous devons créer un environnement propice pour la très bonne communication, parce que la communication, elle est vitale, je dirais, elle est indispensable. Nous communiquons tout le jour, d'une manière ou d'une autre, même par un regard, par un sourire, quand nous sommes fâchés, quand nous sommes contents, quand nous ne disons rien. Nous avons plusieurs types de communication. On aura peut-être le temps de
d'énumérer certains. Mmh. Ok, donc voilà. Alors, moi, j'ai juste, avant de passer, j'ai juste quelques questions pour notre public. Alors, la communication, pour savoir pourquoi communiquer avec ses enfants en famille. Et nous sommes en train de parler de la communication parce qu'elle est essentielle. Alors, nous avons des questions à vous poser. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon enfant a l'habitude de venir me parler librement d'un problème ou d'une situation vécue pendant la journée à l'école, à l'église, je sais pas, au foot, ou encore, est-ce que mes enfants me voient comme un refuge ou un juge? Tout à l'heure, l'une de mes invitées l'a souligné. Ça veut dire que si vous n'avez pas de réponse à ces questions, vous devez dès ce moment travailler sur votre communication. Ça veut dire qu'est-ce que de temps à autre, les enfants viennent vers vous pour vous parler, vous raconter des histoires. Eh bien, si vous n'avez pas, en tout cas, la réponse à ces questions, vous devez vraiment essayer de faire tout ce que vous avez à faire pour mettre en place un environnement. Ça veut dire que là, y a comme un sort des murs déjà, ou peut-être un blocage, je ne sais pas quoi, mais vous devez vraiment ouvrir ce canal de communication. Alors, la communication construit la confiance. La communication permet à nos enfants de se sentir, je dirais, écoutés et aussi libres. Je sais pas si je raconte Bien sûr, Esther. n'importe quoi. Bien sûr, Vas-y, Esther, tu veux... oui. Oui, bien sûr, c'est par ce biais-là. Alors, peut-être qu'on parlera de comment on communique Ouais, ensuite, ouais, mais comme tu disais, Esther, tout à l'heure, un regard, mais ça peut être aussi le toucher. ouais. On parlera les plus grands peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai autant pour les bébés, la communication va passer beaucoup par le langage parce qu'ils sont dans l'apprentissage des mots, le bercement, etc., etc. Autant pour les plus grands, les adolescents, ça pourrait être par exemple une tape dans le dos ou des petits mots sur le téléphone. Donc, en fonction de l'âge, la façon de communiquer va changer. Mais ce que je dirais, c'est que, comme tu le disais, Esther, c'est important, c'est vital de communiquer, quel que soit l'âge, et de trouver, en fonction de la personnalité de l'enfant, quel est son moyen de communication le plus approprié. Exactement. Parce que dans une même fratrie, on peut avoir des enfants avec des caractères tellement différents, et à nous, les parents, de détecter quel sera son mode de communication à privilégier. Pour chaque enfant. Exactement. Oui, parce que chaque enfant est particulier. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est particulier et nous devons savoir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission passée, quand nous avons parlé de la santé émotionnelle, les enfants ne réagissent pas de la même façon et je suis sûre qu'on ne communique pas avec tous nos enfants de la même façon. Et Priscille, alors, pour savoir comment communiquer, s'il faut qu'on parte sur... Alors, Stéphanie, je rebondis sur ce que tu disais. En fonction des personnalités des enfants, on va avoir des communications différentes. Donc, il faut savoir s'adapter aux personnalités. Et j'irai même plus loin. Je parlerai des langages de l'amour. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est les langages de l'amour? C'est comment l'enfant va se sentir aimé. Comment je peux communiquer mon amour à mon enfant pour qu'il le reçoive. Et c'est Gary Chapman, dans son livre « Les langages de l'amour », qui nous décrit 5 langages. Et donc, on a le langage avec le toucher, comme tu disais, mais on a aussi des paroles valorisantes, on a les moments partagés, on a les services rendus et on a les cadeaux. Ouais. Alors, ces 5 langages, souvent, les enfants, ils les ont un peu tous, parce qu'ils aiment tous être valorisés, avoir des cadeaux. Mais en fait, votre enfant, il va être sensible plus à un langage, voire 2 langages. Et en fonction de son évolution dans la vie, peut-être que ces langages vont changer. Et si son langage à lui, qui sont par exemple les paroles valorisantes, c'est pas du tout votre langage à vous, et que vous êtes plutôt dans des moments partagés ou dans des cadeaux, eh ben, votre enfant, il va moins recevoir en fait et moins être réceptif à ce que vous lui apportez, alors que vous pensez faire la bonne façon de communiquer. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier, essayer de comprendre et parfois discuter. Moi, je me revois en fait à table avec mes enfants en leur expliquant ce que c'est que les langages de l'amour quand ils sont un peu plus grands. Et puis, tiens, toi, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton langage? À quoi tu es le plus réceptif? J'en ai un qui est réceptif aux paroles valorisantes et j'en ai un autre qui aime bien les moments partagés. Et donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et donc, c'est vraiment un moyen de communiquer notre amour pour eux
Et c'est essentiel. Ok, Mhm. alors Mhm. Priscille, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Là, tu as parlé de 5 langages de l'amour. Mhm. Alors, on va prendre 1 minute et demie sur chaque langage pour essayer d'expliquer clairement à notre public pour qu'ils comprennent. Et peut-être qu'ils sont en face de certains enfants qui réagissent comme le tien. Il y a un Mhm. qui aime les moments de qualité, il y a un qui aime des cadeaux, mais qui ne savent pas bien se partager dessus. Mhm. Alors, ce qu'on va faire, on va, on va essayer de décortiquer. Mhm. On commence par quoi, les langages de la... Alors, les moments partagés, s'il y a un enfant, par exemple, des parents qui sont très actifs, qui sont beaucoup au travail, qui voient pas beaucoup leurs enfants et qui veulent compenser en fait ces moments où ils sont pas là, par des cadeaux ou par autre chose, Mhm. l'enfant va pas être réceptif. L'enfant, ce Mhm. qu'il veut, c'est partager un moment avec le Mhm. parent. Exact. Et souvent, l'enfant va réagir d'une façon émotionnelle un petit peu violente, qui Mhm. va faire des colères, il va être... Parce que, en fait, le parent ne répond pas à son besoin. Son besoin, c'est vraiment de partager un moment avec son parent qu'il ne voit pas assez. Et Mhm. le parent va essayer de compenser par autre chose en pensant bien faire et il ne va Mhm. pas comprendre. Et là, c'est là où l'incompréhension s'installe Mhm. et où l'enfant va devenir colérique et le parent ne va pas comprendre. Ah bah tiens, mais je te donne tout ce que tu veux, Mhm. je te paye ça, je te fais ci, je te fais ça et tu n'es toujours Mhm. pas content. Bah en Mhm. fait, non, il n'est pas content parce qu'il a besoin de temps avec son parent. Exact. Et en fait, ça, l'enfant n'arrive pas à le mettre en mots. Et donc, si le parent ne connaît pas un peu tous ces langages de l'amour, eh ben, il va pas se poser les bonnes questions. Donc, c'est Mhm. vrai, les moments partagés, souvent, quand des parents sont très pris et sont peu souvent là, c'est le Mhm. langage préféré des enfants. Mhm. Ok, donc Ouais. désormais, ils seront au courant, donc ils vont privilégier en fait Mhm. chaque langage après la fin de Mhm. ces podcasts. Après, on Mhm. a, on a, Alors, si je puis me permettre aussi, bien sûr, Esther, Stéphanie. pour compléter aussi ce que tu viens de dire, Priscille, c'est que nous, ça entraîne le fait que nous, en tant que parents, nous devons faire un effort. C'est pas parce que nous, pour nous, notre langage, ça va être les cadeaux, que ça va être la même chose pour notre enfant. Exact. Donc, ça nous oblige à observer notre enfant. Et puis, dès qu'ils ont l'âge de formaliser, il faut bien les écouter. Et certains enfants montrent vraiment des signes de tristesse lorsqu'ils ne passent pas suffisamment de temps avec leur enfant. Ouais, ouais, Et ouais. à nous, les parents aussi, de détecter que pour un autre enfant, ce ne sera pas aussi dramatique que ça. Et de Exact. ne pas faire pareil avec tous les enfants, forcément. Ouais. Voilà, parce qu'un enfant peut se sentir vraiment très mal compris, qu'on lui donne, comme tu disais, par exemple, des cadeaux, au lieu de partager du temps avec lui. Exact. Il peut ne pas, vraiment pas ressentir l'amour et presque à la rigueur se dire, c'est comme si c'était un peu une façon d'acheter Ouais. un amour que je ne ressens Décompenser. pas Oui, ça et avoir s'achète vraiment pas. un effet inverse de l'effet escompté. Ouais. Donc ça oblige toujours, j'aime bien ce terme intentionnel, à nous les parents d'être intentionnels et prendre le temps. Si on a un enfant qui a besoin de beaucoup de temps, eh bien vraiment le mettre dans nos plannings Ouais. et lui faire partager même des temps vraiment comment je pourrais dire ça, même pas programmer aussi qu'il nous accompagne dans des tâches de la vie Ouais. de tous les jours. Alors, moi, je pourrais ajouter quelque chose. Ça peut se manifester aussi par participer à un match de foot, accompagner l'enfant pour sa proclamation de fin d'année, quand l'enfant a une activité, écouter, accompagner. Donc, ça veut pas forcément dire passer du temps soit dans la maison ou mais être présent pour l'enfant au moment où il a le plus besoin. Parce que, Ça, vas-y, c'est vas-y. ça, c'est exactement les Ouais. services rendus. Ça, c'est l'enfant qui est sensible aux services rendus. Le parent, il va se rendre disponible pour l'emmener au foot, pour l'emmener à un anniversaire. Et donc, Ok. l'enfant va se sentir aimé parce que le parent va être là pour lui rendre ces services-là. Ok. Parce que ça, pour lui, c'est le plus important. Ouais. Pour un autre enfant, ce sera les paroles valorisantes, par exemple. Un enfant qui est, par exemple, en difficulté scolaire, qui a des mauvaises notes, qui sent que c'est difficile la scolarité, qui n'est pas du tout scolaire, eh ben, le parent, quand il va lui donner des paroles valorisantes, ça va lui rendre une estime de lui qui va lui permettre de se sentir aimé et de ne pas avoir toujours ces retours de l'école qui semblent qu'il est nul, qu'il a des mauvaises notes, qu'il n'y arrive pas. Et ben là,
c'est un enfant qui va être plus sensible aux paroles valorisantes qu'un autre parce que son estime à l'école, elle est attaquée. Et donc, le parent, il faut qu'il soit intentionnel et qu'il ait de plus en plus de paroles valorisantes pour cet enfant. Donc, chaque enfant a vraiment son besoin particulier en fonction de ce qu'il vit, en fonction de son environnement, en fonction de sa famille, de la fratrie, D'où, voilà, en parlant de paroles valorisantes, s'il y a quelqu'un qui se pose des questions, ben ouais, c'est quoi, comment dire, voilà, ça peut commencer par, ça va aller, tu vas y arriver, tu es fort, tu es champion, tu es championne, si t'as pas réussi hier, tu peux essayer encore demain, sois fort, sois courageux, je sais que tu peux le faire, je compte sur toi, je te fais confiance, tu es fort, voilà, je sais pas, la Oui, liste tout à est fait. longue, C'est bien de donner des peut, exemples, Esther, parce que parfois, il y a des parents qui peuvent mélanger et il peut y avoir une confusion entre paroles valorisantes et peut-être flatterie. Ok. Alors, il faut vraiment être authentique et se baser sur l'identité, vraiment la personnalité, on va dire, de l'enfant. Ok. Et puis aussi rendre compte à l'enfant des progrès qu'il fait. Je donne un exemple. Un enfant a réussi quelque chose qu'il ne réussissait pas avant. Vous pouvez lui dire je suis fière de toi. Certes, si c'est un enfant pour qui c'est important, il va l'apprécier évidemment, mais c'est important aussi de poser la question à l'enfant, est-ce que tu es content de toi, est-ce que tu es fier de toi, pour que lui-même sache avoir une estime de soi, apprenne à avoir une estime de soi qui ne dépend pas de ce qu'on peut dire de lui et de l'approbation d'autrui. Exactement. Voilà. Et puis, je dirais que oui, les paroles valorisantes, elles peuvent aussi, peut-être être en lien avec l'apparence de l'enfant, mais c'est pas tellement ce qu'on entend par là. C'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Il faut vraiment, je pense, en tant que parent, être authentique et avoir observé et apporter ces paroles par rapport à des progrès ou à des traits de personnalité qui vont le construire. Voilà. Ok. Et il y a quoi d'autre là? Je crois qu'on en a parlé. On a énuméré parlé 3. 4, je pense. Les services rendus, les paroles valorisantes, les moments partagés. Les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Il y a aussi les Et alors, il y a le toucher, les câlins. Il y a un enfant qui peut être pas du tout câlin, qui aime pas qu'on le touche, qui aime pas. Et donc, il faut respecter ça. C'est important, c'est son corps, c'est son intimité. Il y a d'autres enfants qui vont être très demandeurs de câlins, qui vont aimer les bisous, qui vont... Et donc, en fait, ils sont vraiment différents là-dessus. Il faut respecter. Chaque enfant est différent. Et c'est vrai que nous, le câlin, si c'est pour nous, mais que lui, ça le dérange, il faut prendre en compte. Et c'est lui d'abord, en fait. Parce que c'est son corps, c'est son intimité. Et s'il n'aime pas ça, il faut respecter, en fait. Ok. Alors, pour finir, il y a les cadeaux. Les cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est pas forcément la PlayStation, le gros cadeau, mais c'est toujours dans l'intention. Quand une maman va trouver un petit bracelet où elle sait que sa fille aime les fleurs, elle va lui cueillir des petites fleurs. Ça peut être un bouquet, ça peut être des choses simples. On n'a pas besoin d'argent pour faire des cadeaux. C'est vraiment où la petite fille fait un dessin à sa maman, la maman fait aussi un dessin à sa petite fille. Et du coup, c'est du donnant-donnant. C'est des petites choses comme ça, intentionnelles, matérielles, mais pas forcément avec beaucoup d'argent. C'est vraiment dans le geste, en fait, de donner quelque chose à l'autre. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que on est toujours dans le fait d'observer nos enfants. Regardez ce qu'ils font, leurs enfants, lorsqu'ils veulent vous prouver leur amour. Il y en a, effectivement, tu parlais des dessins, qui vont souvent vous donner des dessins. Tiens, maman, tiens, papa. Sachez qu'il se peut que son langage favori soit justement le langage du cadeau. Ou quand vous voyez qu'ils sont tellement heureux d'avoir passé un temps avec vous au cinéma ou à un pique-nique et que vous voyez qu'il a tendance à aimer ces moments avec vous, par observation, vous constaterez que c'est une des façons que vous pouvez leur prouver votre amour. Mais en tous les cas, je pense qu'on peut se dire ici que on a tous les enfants ont en général tous ces besoins-là pour qu'on leur prouve leur amour, mais effectivement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des enfants pour qui ça va vraiment prédominer, pour qui les cadeaux, ça va être prédominant, ou le temps passé ensemble va être prédominant, mais on est bien d'accord que... on doit quand même apporter des paroles valorisantes à nos enfants. Bien sûr. Tous, enfin. La seule chose, c'est que certains vont avoir une sensibilité particulière à ça et vont nous faire comprendre.